l'histoire du Congo sera écrite au sud du Sahara, par les filles et fils du Congo, et ça sera l'histoire de la dignité. Mesdames, messieurs et mesdemoiselles, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante. Nous allons donc parler du Pool. Le Pool, un pays qui est en train de traverser, une région qui est en train de traverser une situation difficile, une situation calamiteuse. Alors, nous allons donc nous entretenir avec un jeune tribun, quelqu'un qui est en train de faire bouger un peu l'Internet, qui est en train de faire bouger les réseaux Internet. Monsieur, non, on l'appelle plutôt Mayulu. Mayulu va nous parler d'un thème. Il va nous parler du développement du Congo. Et il dit le Pool avant tout. Pour un Congo puissant, le Pool avant tout. On va donc l'appeler, essayer de savoir un peu ce jeune homme-là, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a envie de faire, en commençant par le Pool avant tout. Bonjour, 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 Mayulu. Bonjour, Tata Masengo Mambongolo, le Tony Truant, le légendaire Malakima Congo. Un réel plaisir d'être ici avec vous, chers doyens et aînés. Ben, le plaisir est partagé. Alors, on met vraiment la main, le pied dans le plat, parce que les temps qui nous sont impartis ne nous donnent plus la possibilité de tourner autour du pot. Alors, mais toujours, c'est vrai que le temps est imparti. C'est vrai que le temps est imparti, mais je pense que Fumutulendo Mampungu, c'est le maître du temps. Hein. Donc, je pense que avec sa main, il va nous permettre, malgré que le temps est imparti, il va nous permettre de dire vraiment ce qu'il faut dire vraiment à la jeunesse africaine et aux Congolais, en fait. Voilà. Donc, ne soyez pas stressés, discutons. Merci beaucoup. Alors, ce dernier temps, vous avez soulevé beaucoup de thèmes. Ce dernier temps, on vous a vu dans les coins et recoins du Congo. Mais nous voulons comprendre un peu où est-ce que vous voulez nous amener. Nous voulons comprendre où est-ce que vous voulez nous amener en commençant par ce que vous êtes. Qui êtes-vous, Mayulu? Bon, en premier, avec toute humilité, je suis un citoyen congolais. Parce que lorsqu'on vient au monde, c'est d'abord l'acte d'état civil, vous qui parlez bien français, là, c'est d'abord ça.
Je suis un citoyen congolais. Mon nom est Monsieur Youlou Alain Junior et j'ai fait mes études au Congo hein, jusqu'à l'obtention du baccalauréat. Puis je suis allé en Afrique du Sud sur les moyens de mes parents, hein, les modestes moyens vraiment. Les parents se sont battus. Je suis allé en Afrique du Sud, je suis allé faire des études en Information Technology. OK, Information Technology. Donc, c'est l'informatique en fait. Donc, et après, bon, je suis rentré au pays et voilà, on a essayé un peu de déposer les dossiers par-ci, par-là. Bon, on nous a jamais appelés. Mais comme le système anglophone nous enseigne comment créer son propre boulot, et voilà, on s'est dit, bon, plus jamais on va envoyer les CV, on va créer le boulot nous-mêmes. Et j'ai commencé d'abord par un centre d'anglais, j'ai commencé à enseigner les jeunes garçons l'anglais. En tout cas, j'ai beaucoup d'élèves que j'ai formés. Hein. Mais après, bon, selon ce que j'avais appris en Afrique du Sud et autres, la culture, l'expérience, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas donner du pouvoir à nos villages, c'est-à-dire que vanter le potentiel de nos villages, parce que je pense que le développement de l'Afrique ne viendra que par le pouvoir de ces villages. Donc, une fois qu'on donne de la force à nos villages, et voilà, cette force aussi sera ramenée ici aux villes, et voilà, l'Afrique va connaître un véritable et réel développement. Donc, bref, c'est ce que je fais. Je vais de village en village, je filme les villages et je vante le potentiel des villages. Et quand j'arrive aussi à un village où je me rends compte qu'il y a les droits des citoyens qui sont lésés, je leur offre une plateforme et ils s'expriment. Donc, bref, c'est un peu ça vraiment la quintessence du travail que je fais. Donc, vous donner un titrage, ça sera assez difficile parce que même moi, jusqu'à présent, je ne connais pas vraiment définir mon travail comme tel en tant que qualification, mais je l'explique toujours et c'est à tout un chacun de dire réellement quel est mon travail. Donc, c'est ça vraiment ma Youlou. Eh bien, on vous a vu partout. On vous a vu au nord, au sud, à l'est, à l'ouest du pays. Mais avant de parler de toute cette expérience, j'aimerais avant tout piocher de ce que vous avez trouvé en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui vous a marqué en Afrique du Sud? Le pays de Mandela. Ah, Qu'est-ce que vous a marqué Tata dans Masongo. le pays des Zoulous? Tata Masongo. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays-là? J'ai vu Oui, une non, il photo fallait... avec de Klerk. Qu'est-ce que le Oui, oui. pays de Elon Musk? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce pays? Bon, d'abord, il faut d'abord le dire. J'ai passé pratiquement toute ma jeunesse en Afrique du Sud. Parce que je suis allé à 20 ans, 21 ans, et je suis rentré, je crois, à pratiquement 28 ans, 29 ans. Donc, toute ma jeunesse, je l'ai vraiment passé en Afrique du Sud. Donc, mes influences en moi sont vraiment sud-africaines. Alors, en premier, quelles sont les personnalités vraiment symboliques que j'ai eu à croiser en Afrique du Sud? Il y en a plusieurs, des sportifs, des artistes. Mais la personnalité qui m'a vraiment impacté, c'est l'ancien président sud-africain qui n'est autre que M. Frédéric de Klerk, paix à son âme. Hein. Voilà. Donc, je l'avais rencontré parce que je travaillais dans une de ces sociétés. Et à chaque fois qu'il venait pour venir faire les comptes, tout ça, c'est lui-même qui venait faire les comptes. Hein. Ancien président, donc il vient dans ce véhicule, il vient faire les comptes lui-même. Donc, il travaillait à chaque fois avec nous. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Bon, il s'est intéressé à moi parce que je revenais du Congo, vous voyez, parce qu'on parle toujours du Congo RDC, mais quand je l'ai dit Brazzaville, aïe, là, il s'est intéressé parce que, vous savez, à l'époque, le Congo vraiment a eu à militer hein, en termes de négociation, hein, de manière qu'il y ait vraiment. Donc, il m'a rappelé un peu ça. À l'époque, hein, le chef de l'État, je crois qu'il avait eu à militer un peu là-bas. C'était lui qui faisait le Bunzonzi, comme on dit chez nous, hein, voilà. Il m'a parlé un peu de ça et il m'a donné des conseils. Ça, c'est le premier point qui m'a impacté. La rencontre avec M. Frédéric de Klerk, d'ailleurs, paix à son âme, parce qu'il n'est plus de ce monde, prix Nobel avec Nelson Mandela. Le deuxième point qui m'a impacté, c'est la structure économique de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, économiquement parlant, c'est vrai que c'est le capitalisme, mais il y a aussi un penchant vraiment bantou. Parce que lorsque je parle des Nkossa, des Zoulous, des Ndébélé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ethnies là-bas. Chacun veut toujours tirer un peu de sa culture ancestrale. Chacun. Donc c'est vrai qu'il y a le capitalisme, mais chacun vient toujours avec une innovation issue de sa culture. Donc
Si bien que lorsque tu es en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, c'est un métissage entre le monde occidental et le monde africain, si je peux le dire comme ça là. Donc, c'est ce qui fait que le fait que j'étais en Afrique du Sud, quand je me retrouve ici au Congo, ça me permet de comprendre ceux qui sont en Europe et de comprendre aussi ceux qui sont ici. Parce que j'ai vécu dans une société où, que ce soit la culture occidentale ou la culture africaine, les deux cultures sont mises au même piédestal et les deux cultures se valorisent. Donc cette symbiose-là m'a vraiment impacté. Et voilà, ça me permet d'aller de village en village, discuter avec ceux de la diaspora et jouer un peu l'intermédiaire entre ceux de la diaspora qui ont été influencés d'une manière ou d'une autre par la culture occidentale et ceux qui sont dans les villages qui sont restés aussi d'une manière ou d'une autre dans la culture africaine et ancestrale. Donc c'est un peu ça les impacts que j'ai eus en Afrique du Sud vraiment. Il y en a plusieurs, mais je peux citer vraiment ces deux-là. Curieux que le nom de Nelson Mandela est passé plus ou moins inaperçu dans votre oui, oui. film. Pourquoi c'est... En fait, c'est pas passé inaperçu. Vous savez, Nelson Mandela est célèbre. Hein? Non, attendez, Nelson Mandela est célèbre. Mandela est célèbre. Mais moi aussi, je vais donner un peu ce que je sais de Nelson Mandela parce que j'ai vécu en Afrique du Sud. Nelson Mandela, c'est une icône pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais pour le monde entier. Pourquoi? Il faut que je l'explique aujourd'hui que les gens comprennent, parce que nombreux n'ont jamais compris. Les gens sont habitués à s'alimenter dans les médias mainstream, c'est-à-dire ce qu'on nous montre à la télévision et autres. Et tant que tu n'as pas été sur place, tant que tu n'as pas observé, tu ne peux pas comprendre. Et moi, je vais vous expliquer c'est quoi Nelson Mandela. Nelson Mandela était à une étape critique de sa carrière politique. Après les 27 ans qu'il avait fait en prison, il y avait un grand peuple noir. Je parle des Noirs qui l'attendaient, qui attendaient sa libération. Et ce peuple noir qui attendait sa libération ne jurait que sur la vengeance. Ils attendaient que ça. En tout cas, dès que Nelson Mandela va sortir de la prison, dès qu'il vient vers nous, en tout cas avec lui, on va se venger contre ce que les Afrikaners, hein, comprenez, voilà, ont fait contre nous pendant le moment de l'apartheid. Ça, c'est Nelson Mandela. Donc, c'est la pression qu'il avait depuis la prison. Mais lorsqu'il sort de la prison, il rassemble les Noirs. C'était dans un stade à Soweto, là. C'est un stade qui est très célèbre, à Soweto. Même lors de la Coupe du Monde, je pense qu'on avait joué la finale là-bas lors de la Coupe du Monde. Voilà. Il rassemble tous les Noirs dans ce stade-là. Et il fait comprendre aux Noirs. Prenez vos saguets, prenez vos couteaux, prenez vos pierres, allez-y jeter dans la mer. Tata Massengo, vous comprenez la pression? C'est pas facile, hein? Il y a un peuple qui compte sur toi. Ce peuple se mobilise pour ta libération. Toute la planète se mobilise pour ta libération. Ils se disent que dès que ce monsieur sera libéré, on va se venger contre ces blancs-là. Et toi, tu sors, tu dis à ce peuple-là que arrêtez avec la vengeance, construisons le pays. Mais c'est une décision qu'il pouvait faire, qu'il perde même son électorat, il perd même son soutien. Ça, c'est Nelson Mandela. Donc, vous allez bien comprendre. Maintenant, M. Frédéric de Klerk, lui qui était le président de l'Afrique du Sud, lui, parce que pendant sa jeunesse, il a vraiment servi l'apartheid, hein, il faut le dire. Il a servi l'apartheid, il était vraiment dans ce mouvement-là, il gérait un peu des... Et il est président de l'Afrique du Sud. Donc, c'est lui qui incarne l'Afrique du Sud blanche. C'est lui qui incarne les intérêts des Blancs en Afrique du Sud. Ce même monsieur qui incarne les intérêts des Blancs va voir ses frères blancs. Et il dit à ses frères blancs, en tout cas, tout ce qu'on a eu à gagner, c'est d'une manière ou d'une autre, le moment est venu qu'on partage le pouvoir avec nos frères. Donc, tout ce que vous faites, les tortures, l'apartheid, arrêtez tout. On doit s'asseoir et discuter. Tata Massengo, c'est pas... En regardant, ça a l'air facile. Mais moi, je me mets à la place de ces deux leaders-là, c'est pas facile. Donc, M. Nelson Mandela, de son côté, il avait perdu déjà un grand électorat, il faut le dire. Il avait été traité de traite. Frédéric de Klerk aussi, de son côté, il est traité de traite. Comment notre frère blanc va donner une partie du pouvoir à ces nègres? Excusez-moi le terme, Voilà. Bon, finalement, les deux s'asseyent. Ils sont assistés un peu par la communauté internationale, tout ça. Et en fait, ils trouvent un consensus.
Et le consensus, ce sont des élections démocratiques. On permet aux Noirs aussi de voter et autres. Et lorsqu'ils vont aux élections, et en fait, c'est Mandela qui gagne. Donc, sincèrement, il y a plusieurs prix Nobel qui ne sont pas mérités, selon moi. Mais ces deux-là, ils ont mérité leur prix Nobel. Parce que s'ils ne prenaient pas la bonne décision au bon moment, en tout cas, ça devait être un génocide en Afrique du Sud. Donc voilà, c'est l'histoire que je connais de Nelson Mandela et de Frédéric de Klerk. Et encore, en Afrique du Sud, il y a une journée spéciale, la journée Nelson Mandela. Et cette journée, on distribue des repas gratuits dans tous les malls, tous les supermarchés, tous les espaces publics. En tout cas, on distribue des repas gratuits en honneur de Tata Mandela. Voilà, un grand homme. Voilà, c'est un peu ça vraiment. Voilà. Alors, est-ce que tu penses que cette réalité est transposable au Congo-Brazzaville? Bon, je veux le dire sincèrement, parce qu'on vit dans un monde où on ne peut plus rien créer. Tout ce qu'on fait, ce n'est qu'une reproduction de ce qui a déjà été fait quelque part. Ça se sent lorsque les Chinois viennent construire des projets ici, là. Tantôt, c'est un projet qu'ils ont déjà construit chez eux là-bas. Lorsque les Français viennent initier un projet, tantôt, c'est un projet qu'ils ont déjà initié chez eux là-bas. Et ils ont vu que chez eux là-bas, ça marche. Moi, je pense que si des icônes telles que Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, qui ont eu à gérer la pire des crises qui puissent exister, parce que ça, c'était une crise raciale. Il s'agissait d'un combat de race, mais ils se sont assis pour régler le problème. Moi, je pense qu'ici, au Congo, c'est possible. Surtout que moi, il faut le dire, le chef de l'État, lorsqu'il y avait ce problème en Afrique du Sud, le chef de l'État a milité. Il a fait le bunzonzi, comme on dit chez nous. Il a fait le bunzonzi de manière que les deux camps puissent s'asseoir et trouver un compromis. Les documentaires sont là. Donc, ça veut dire que si le chef de l'État a eu cette expérience en Afrique du Sud, en réunissant ces grands peuples, je pense qu'aussi qu'au Congo, c'est possible. Hein? On ne va rien créer, mais on n'a qu'à copier ce qui s'est passé là-bas et reproduire ça ici, là. Donc, je pense que c'est possible, hein? Sans faire usage de langue de bois ou bien sans faire du sophisme. Je pense que c'est possible qu'on le fasse ici au Congo. Notre cher frère Mayulu a dit que c'est possible. C'est possible que les Congolais puissent s'asseoir malgré tout ce qu'il y a eu, malgré les temps, malgré les différences, malgré les Congolais peuvent s'asseoir pour regarder de l'avant. Alors, Mayulu, revenons à nos moutons. Voilà. Oui, oui. Pour un Congo puissant, le poule avant tout. Voilà. Mais d'où vient cette idée-là? D'où vient? Est-ce que c'est quoi ce problème? Hein? Et si Mandela avait dit pour une Afrique pour une Afrique du Sud puissante, les Zoulous avant tout, les Débélés avant tout, où est-ce qu'ils seraient arrivés? Est-ce que c'est pas contraire à tout ce que nous venons d'entendre? Est-ce que c'est pas des élans tribalistes? Est-ce que c'est pas un repli identitaire? Comment être un fan de tous ces prix Nobel de la paix? Hein? Comment être un fan de Klerk et puis dire pour un Congo puissant, le poule avant tout? Tata Masengo, je n'ai pas rencontré monsieur Tata Nelson Mandela, je ne l'ai jamais rencontré, mais au moins celui que j'ai rencontré, c'est monsieur Frédéric de Klerk. Et en discutant, il m'avait prodigué quelques conseils. Il m'avait dit que la recherche d'un consensus, la recherche de la paix, par exemple, entre les peuples, ne doivent pas être... c'est-à-dire que les arcanes qui concernent cette recherche, tantôt ne sont pas similaires à ce qui a été vécu par d'autres peuples. Mais l'objectif reste le même. Donc, qu'est-ce qu'il voulait me faire dire? Il me dit que
le Congo et l'Afrique du Sud, on n'a pas eu les mêmes histoires. Parce que chez nous, en Afrique du Sud, c'était un problème qui était purement racial. Mais ici chez nous au Congo, lorsque moi j'analyse, ce n'est pas racial, nous sommes tous des Africains. Mais c'est peut-être, c'est une question peut-être de tribu, tout ça, tout. Voilà. Ça veut dire que l'apport de la solution n'est pas censé être la même que celle de l'Afrique du Sud, parce que le contexte n'est pas le même, Tata Masengo. Donc, si bien que lorsque je dis pour un Congo puissant, le pool d'abord, ou bien le pool avant tout, mais non, là je fais un parallélisme. Nous sommes tous des intellectuels, on a été à l'école. Mais qu'est-ce qu'on nous enseignait à l'école? À l'école, on nous enseignait le corps humain. Et dans le corps humain, il y a plusieurs organes qui constituent ce corps. Il y a le cerveau, il y a le cœur, il y a l'appareil digestif, il y a plusieurs organes. Mais qu'est-ce qu'on nous enseigne encore? Lorsqu'il y a un organe qui est défaillant, ça fait que tout le corps subit. Et lorsque j'ai réfléchi, je me suis dit, mais tiens, je pense que la situation biologique est similaire à celle qu'on a au Congo. Parce qu'au Congo, nous sommes tous les mêmes peuples. Mais dispatchés en tribus, tout ça. Mais nous sommes un même peuple. Ça veut dire qu'étant un même peuple, nous constituons le corps humain. Ça veut dire que lorsqu'il y a une partie du territoire qui est touchée, c'est tout le corps qui subit. Voilà pourquoi j'ai maintenant analysé, je me suis dit, mais quelle est la partie du territoire actuellement? C'est vrai qu'on a des petits problèmes de développement et autres, bon, mais ça, c'est des problèmes qui arrivent de temps en temps, hein, et on se bat toujours. Mais quelle est la partie du territoire qui est en train de subir, ou bien qui a longtemps subi? Mais c'est le pool. Donc ça veut dire que aussi longtemps que cette partie continue à être victime de séquelles de guerre, ça veut dire que cette partie fait que tout le territoire souffre. Donc ça veut dire en premier, gardons d'abord cette partie-là, soignons d'abord cette partie-là. Maintenant, à moyen terme comme à long terme, le fait que le pool soit soigné, là nous allons créer une jurisprudence que chaque département pourra brandir. Ça veut dire que le moment viendra, quand ce sera la Likuala qui sera attaquée, ou bien la Likuala qui aura un problème sérieux, la Likuala pourra brandir cette jurisprudence pour dire que lorsque le pool était attaqué, était atteint, on avait brandi que le pool avant tout. Mais non, c'est nous la Likuala. Nous aussi on brandit ça, la Likuala avant tout. Ainsi de suite pour la Songa. Quand la Songa aussi sera atteinte, la Songa pourra dire, on utilise cette même jurisprudence pour dire que la Songa avant tout. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on essaie un peu de mettre tout en berne. On dit, comme c'est la Songa qui est attaquée, c'est la Songa qui est malade, soignons la Songa. Comme c'est le Kwilu qui est attaqué, c'est le Kwilu qui est malade, soignons le Kwilu. Comme c'est la Bouenza, soignons, et ainsi de suite. Donc, quand je dis le pool avant tout, ce n'est pas du repli identitaire, ce n'est pas du tribalisme, maintenant, vous avez les preuves. Moi, je ne suis pas un garçon tribal. Déjà, c'est la forme de barbare la plus éloquente qui puisse exister, le tribalisme. Voilà, la forme de barbarisme, hein, je ne sais pas comment on peut dire ça, il faut qu'il parle bien français. Voilà. Donc, je ne trouve aucun intérêt à être tribal. Mais le pool avant tout, c'est une jurisprudence que nous allons créer, que tous les départements pourront bondir au moment opportun pour dire que voilà, nous aussi nous sommes attaqués, venez nous aider. Donc, bref, ce n'est pas du tribalisme, c'est de l'éveil patriotique. Voilà ma réponse. Je disais tantôt que ce n'est pas du tribalisme, mais c'est de l'éveil patriotique. Alors, cet éveil patriotique, est-ce possible qu'au plan économique, on puisse se baser sur nos élémentaires, nos bases culturelles, ancestrales pour aller de l'avant? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est ce que je sens ressortir de votre bouche. Voilà. Voilà. En fait, vous voyez là où le pool avant tout nous emmène, Tata Masengo. Vous voyez là où le pool avant tout nous emmène. Ça veut dire que le pool avant tout nous emmène vers une certaine conscientisation sur les capacités économiques.
Baser notre économie sur nos valeurs ancestrales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, on prend l'exemple des pays tels que l'Inde, des pays tels que la Chine. Parce que nombre de nos frères aiment prendre leur exemple. Ils disent que regardez la Chine, ils étaient pauvres comme nous, mais là actuellement ils sont développés. Regardez l'Inde qui devient un pays presque émergent. Nombreux aiment prendre cet exemple-là, mais ils ne comprennent jamais. Et moi, ça, je l'ai appris en Afrique du Sud. Aujourd'hui, le développement économique, tant qu'il n'est pas basé sur notre culture ou bien sur nos valeurs ancestrales réelles, en tout cas, ce développement économique est purement utopique. Alors, je fais allusion à quoi quand je dis valeurs ancestrales? Moi, je prends l'exemple, par exemple. Lorsque je vais de la Likuala, dans la Likuala, tout le monde, nombreux, ils ne jurent que par la pêche. En tout cas, quand tu vas dans la Likuala, nombreux, ils te parlent que de la pêche. Une fois même, quelque chose m'était arrivé, je m'étais levé au bord d'une rivière, mais j'avais peur de monter dans une pirogue. Il y a une fille qui me dit que, hier, on dirait Maï et Yebiété. Donc, on dirait ce jeune homme-là, l'eau ne lui connaît pas. Après, l'autre répond, oui, Yé Maï et Yebiété. Azam au Congo. Azam au Congo, voilà pourquoi. Après, je me suis renseigné, ils m'ont fait comprendre que non, il y a un rituel qui se passe là-bas. Un enfant, par exemple, je ne sais pas, de 6 mois, ça dépend. Il y a un rituel qu'on fait, on le jette dans l'eau et après on le récupère. Ça fait que peu importe les circonstances, l'enfant ne peut pas se noyer dans l'eau. Ça, c'est la culture. Donc, ça veut dire que si on va faire le développement, on ne peut que se baser sur ça. Donc, il faut voir le potentiel économique du terroir. La Likuala, par exemple, c'est quoi le potentiel économique? Non, c'est vraiment arrosé par des rivières. Bon, donc vous pensez que le développement économique, vous allez le créer en dehors de ce qu'ils ont déjà. Ça veut dire que c'est une zone où il faut un renforcement. Et le renforcement, c'est quoi? C'est tout ce qui est équipage de pêche, tout ça. Il faut les armer. De ce qui va leur permettre, par exemple, que cette pêche-là soit vraiment une pêche vraiment abondante, mais toujours dans les réglementations qu'il faut. Soit une pêche abondante, de manière que cette pêche-là ne puisse pas seulement nourrir la Likuala, mais que cette pêche puisse nourrir tout le territoire. Voilà le premier point. Toujours le développement basé sur les valeurs ancestrales. Lorsque tu vas dans la Likuala, il y a beaucoup de forêts. Beaucoup de forêts. Et quand tu tombes malade, ils ne te parlent pas des médicaments parce que de toute façon, là-bas, vraiment, ils sont éloignés vraiment des pharmacies et autres. Mais ils vont dans la forêt, ils te prennent par exemple des essences de bois là, tout ça, tout. Donc tu as le pali, ils te soignent avec ça. Parce que ça, ce sont des connaissances ancestrales. Ça veut dire que s'il faut créer le développement, il faut créer le développement à partir de ça. Parce que si on touche ça, et voilà, on pourra avoir un développement vraiment, vraiment réel. Et encore, un dernier point pour alimenter ma réponse. Le développement ne peut jamais se bâtir en dehors de ce qui nous rend fiers. Le développement doit se bâtir dans ce qui nous rend fiers. Parce que quand quelque chose te rend fier et on vient développer cette chose-là, tu es censé automatiquement protéger cette chose-là. Donc, il faut cibler. Qu'est-ce qui rend les peuples fiers? Si c'est par exemple la pêche, si c'est par exemple la chasse, si c'est par exemple l'agriculture, pas parce que c'est le colon qui nous a emmené ça, mais c'est parce que ce sont nos ancêtres déjà qui le pratiquaient, c'est ce qu'il faut renforcer. Parce que c'est par là que les peuples seront fiers, et une fois que les peuples trouveront leur fierté dans ce développement-là, et en fait, les peuples maintenant protégeront ce développement-là. Donc c'est là où je dis que le poule avant tout, et pas seulement le poule, la Likuala avant tout, la Bwenza avant tout. Donc là, je suis en train de réveiller les compatriotes congolais à regarder le terroir, et toucher le terroir et développer le terroir à partir de ce qui nous rend fiers dans chacun de nos terroirs respectifs. Voilà ma réponse. Tata Masengo, c'est le chaos, hein? Ah, Tata Masengo. Alors, quelque part, j'avais entendu parler du Grand Bongi. C'est quoi exactement? C'est sorti de ta bouche un jour, tu as oublié peut-être, mais moi, avant de vous interviewer, j'essaie un peu de faire
le balai sur tout ce que nous nous sommes dit. C'est quoi le Grand Bongi? Voilà. C'est quoi le Grand Bongi? Bon, je vais tenter un peu de charger. Voilà. Voilà. Excusez-moi, Tata Masengwa. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. On est là. Eh oui. La jeunesse. Que c'est caprice. Eh oui. Voilà, on est de retour. La technique, c'est caprice. Oui, on parlait du Grand Bongi. On parlait du Grand Bongi. C'est quoi? C'est un concept qui vous tient à cœur. Alors, c'est quoi le Grand Bongi? Bon, le Grand Bongi, ça, il faut que je l'explique vraiment. Je repars, je vais m'asseoir, parce que là, c'est vraiment sérieux. Partout là où je suis allé, que ce soit dans la Songa, le pool, la cuvette, les plateaux. D'ailleurs, même dans la cuvette, mes frères de la cuvette, j'ai pris le cham-cham là au Wando, c'était chaud. Le cham-cham, vraiment, j'avais aimé ça, vraiment. Voilà. Partout là où je suis passé, on a quelque chose en commun. Nous, pas seulement les Congolais, aussi les Africains. Ce dénominateur commun n'est autre que l'endroit au village là où on s'assoit tous pour discuter, pour se partager la connaissance ou bien pour se partager même de quoi manger. Parce que chez nous, on l'arrière, on dit Mwana ulombolonguri na tata mbongi kwa wu. Tata basengi, c'est quoi? Tingana changoboche. Toi qui connais bien ce proverbe-là. Eh ben, quand un jeune homme est orphelin, c'est Umbongi qu'il grandit. Très bien. Voilà. Donc, si on a tous les Mbongi ici sur le territoire, et si tout Congolais comprend au moins la valeur du Mbongi, pourquoi ne pas utiliser cela comme un modèle politique aussi? Le Mbongi, c'est quoi? Le Mbongi, c'est un endroit là où on se rassemble tous au village pour venir partager la connaissance, venir partager l'alimentation, venir partager même nos problèmes. D'ailleurs, même le poule, avant tout, est né du Mbongi. Tata Masengo, moi, je te prends un exemple. Nous sommes au village. Lorsque, par exemple, il y a un membre du village qui perd sa mère ou bien sa fille, est-ce que les activités continuent normalement au village ou bien les activités s'arrêtent? Elles s'arrêtent. Les activités s'arrêtent parce qu'il faut régler le problème de celui qui a perdu, par exemple, sa fille. C'est la même chose, le pool avant tout. Ça, c'est un aspect du Mbongi que j'ai tiré pour créer le pool avant tout. On va maintenant continuer. Lorsque nous sommes au Mbongi, lorsque M. X a eu, par exemple, un gibier, M. Y a eu, par exemple, le poisson, M. Intel a eu le manioc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque chacun rentre de la chasse, il y a une partie qu'il prend, qu'il laisse à sa famille. Vous comprenez, Tata Masengo? Il laisse à sa famille. Et il y a une partie qu'il réserve, qui ramène maintenant au Mbongi pour le partage. Donc, moi, quand je parle d'un système, bon, pas peut-être politique, ça allait un peu trop loin, mais d'un système économique, je veux que, économiquement parlant, que le Congo fonctionne comme un Mbongi. Que chaque département puisse travailler sur ses valeurs, sur son potentiel. Lorsque le département travaille sur son potentiel, il crée de la richesse. Sur la richesse que le département a créée, il y a une partie qui est réinvestie pour le département. Maintenant, il y a une partie maintenant qui vient maintenant au Mbongi, qui est maintenant le trésor, par exemple. Et c'est avec cette partie-là, par exemple, qu'on peut commencer à payer les boursiers, on peut commencer à gérer. Donc, on peut s'inspirer du Mbongi pour voir notre système économique
en se basant sur nos valeurs ancestrales. Parce que si on se base sur nos valeurs ancestrales, voilà vraiment, le Congolais va se retrouver, voilà, le Noir va se retrouver. Ça ne sera plus des concepts assez complexes comme le capitalisme, des trucs un peu compliqués là, qu'on applique toujours, mais que jusqu'à présent, on n'a jamais compris comment ça sert à quoi. Parce que depuis qu'on a pris ça, on ne fait pas le développement vraiment. Je ne sais pas, peut-être que Tata Massengongé, peut-être que tu as le développement là-bas, hein, mais nous, depuis qu'on a appliqué ce système-là au Congo, vraiment, il n'y a pas le développement. Donc, que ce soit ceux qui ont étudié ça ou bien ceux qui appliquent ça, je ne sais pas, peut-être qu'ils comprennent ça mal, je ne comprends pas vraiment, mais il n'y a pas le développement. Donc, pour qu'on ait un réel développement, il faut qu'on reparte maintenant fouiller dans nos valeurs ancestrales, et ces valeurs ancestrales n'est autre que le mbongi. Donc, le Congo, économiquement, devient un grand mbongi, et chaque entité départementale produit, crée de la richesse, et en fait, sur la richesse qui est créée, il y a une partie qui est réinvestie sur le département et il y a l'autre partie maintenant qui vient maintenant au trésor. Bref, c'est ce que j'ai dit. Donc, dessiner un paysage économique en se basant sur nos valeurs ancestrales. Et nos valeurs ancestrales qui nous servent de dénominateur commun sur tout le territoire, c'est le mbongi, parce que partout dans le pays, on retrouve toujours un mbongi dans un village. Voilà, c'est Tamassem. Ah ben ça, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, et cette chose-là, je ne sais pas si je t'en ai parlé un jour. Nous, au niveau du Manitima Congo, nous sommes en train de mettre sur pied une idée qui peut nous aider, qui peut accompagner ce que vous êtes en train de faire. Pour un Congo puissant, le pool avant tout. Nous l'avons embrigadé dans ce que nous avons appelé le pool devrait être une région autonome. Le pool devait être une région autonome. Donc, nous parlons de l'autonomisation du pool. Simplement parce que comme vous venez de dire, quand un doigt est malade, tout le corps en souffre. Il faut donc donner à ce doigt qui est malade des privilèges. Il faut lui donner il faut donc, pour le pool, il faut recommencer à améliorer les infrastructures de base. Vous ne pouvez pas, vous avez fait tout le Congo. Vous avez vu qu'il y a des enfants à Mayama, à Kindamba, des jeunes gens, des jeunes papas qui ont 30 ans, mais qui ont du mal à écrire leur nom, qui ont du mal à lire une phrase, à écrire une phrase sans commettre des erreurs. Simplement parce que quand ils ont voulu aller à l'école, les écoles ont été bombardées. Quand ils ont voulu aller à l'école, il n'y a pas eu de professeur. Les hôpitaux ont été bombardés. Les ponts et tout ce qui sert d'infrastructure a été bousillé. Comment pouvons-nous aller de l'avant si, paix à son âme, le professeur Pascal Lissouba disait que le pool est la locomotive du pays? Comment le Congo peut-il aller de l'avant quand la cheville qui lie le nord et le sud est malade? Comment est-ce possible? C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on ait un programme d'autonomisation. J'entends, je ne veux pas vous voler la vedette, mais dans l'autonomisation, il faut remettre sur pied, il faut remettre à niveau le pool, il faut remettre sur pied les bases d'infrastructure, il faut renforcer la sécurité, la stabilité, il faut donner au pool le pouvoir de promouvoir l'éducation, l'alphabétisation. Vous savez ce qui s'est fait. Totalement d'accord avec vous. À Cuba, quand Fidel Castro a pris le pouvoir, il a demandé aux jeunes gens d'aller dans la forêt, d'aller partout pour aller alphabétiser la population. Parce que quand une population n'est pas alphabétisée, vous avez beau dire des choses,
mais ils vous entendront à l'inverse. De travers. Pas à l'inverse, de travers. Donc, voilà. Il faut remettre à niveau le système de santé primaire, développer l'économie locale durable. Et nous, Malakima Congo, quand on parle d'économie, on parle de la Banque éthique africaine. Il faut que dans chaque district, il y ait des banques éthiques qui fonctionnent. La banque éthique, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est aussi l'éthique. C'est aussi développer l'éthique, redonner aux hommes leur volonté, je ne sais pas si ça peut se cadrer, si ça peut s'embrigader dans ce que je viens d'entendre sur le Grand Bout. Vous savez, Tata Masengo, moi, j'aime prendre des exemples palpables parce que comme je suis un enseignant, tantôt j'enseigne l'anglais, donc j'ai un côté vraiment pédagogique. Donc j'aime prendre des exemples palpables pour faire comprendre les choses des gens. Vous vous rendez compte que vous achetez un terrain, vous comprenez, non, Tata Masengo? Vous achetez un terrain et vous voulez construire une maison. En premier, qu'est-ce que vous faites? Vous installez la fondation, vous comprenez? Vous installez la fondation. Mais arrive le moment où, une fois que vous avez mis la fondation, il faut maintenant faire l'élévation des murs. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? La fondation, certes, elle est là, mais il y a des creux qui sont là, dans les compartiments là. Mais on ne peut pas faire l'élévation des murs dans ces creux-là, c'est impossible. Il faut créer un certain niveau. Et le niveau, comment il se crée? Il faut rembler. Dans ces creux-là, il faut mettre du sable. On met du sable, on met du sable, on met du sable. Une fois qu'on a mis du sable, on met de la pierre, on met de la pierre et on coule du ciment. Et lorsqu'on coule du ciment, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle le béton de propriété. Et sur le béton de propriété, on peut maintenant faire l'élévation. C'est la même chose. Si vraiment sur le territoire, bon, pas si c'est réel, le Poul vraiment a été victime vraiment de plusieurs guerres. De plusieurs guerres qui ont fait que le taux d'alphabétisation a baissé. Même parlons en termes de nutrition. Il y a des enfants qui ne mangent plus bien. Le système sanitaire est quasiment inexistant. Donc, c'est vraiment un système fantôme dans le département. Je parle parce que j'y vais. Donc, je sais de quoi je parle. Et il y a plusieurs anomalies qui existent désormais dans le département. Mais ça veut dire que s'il faut réellement parler d'un développement comme tel, il faut d'abord rembler cette partie-là, de manière qu'on ait un niveau. Une fois qu'on a le même niveau partout, et à ce moment-là, on peut maintenant commencer à construire. Donc, vous me parlez d'autonomisation. Au début, ça a paru un peu radical pour moi parce que je me suis dit que peut-être que vous voulez un référendum et que le Poul devienne un pays, un État à part. Ça m'a paru un peu radical parce que je suis contre toute cette pensée qui fait que le Poul devienne un pays. Non, non, non. Le territoire congolais doit rester uni et indivisible. Mais l'autonomisation, il n'y a pas de problème à cela. Si on peut permettre à ce département d'avoir son propre système sanitaire, d'avoir son propre système économique, en s'inspirant sur le Mbongi aussi, comme je dis, d'avoir par exemple son propre système, bon, l'éducation c'est la même chose, mais on a aussi un système d'éducation, ça va permettre que cette région-là, ce département-là se relance. Et une fois relancé, là maintenant, on pourra maintenant faire la marche. Parce que ce qui se passe actuellement là, vraiment, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'interpelle toujours les décideurs vraiment de pouvoir faire quelque chose dans les délais les plus raisonnables parce que la situation est vraiment critique là-bas. Donc le projet d'autonomisation, en tout cas, je suis d'accord avec, mais ce que je vous conseille, c'est plus de diplomatie, plus de tact, plus de management et encore dans la gestion de ce projet-là, vraiment, il faut vous entourer des gens assez bien outillés parce que l'autonomisation ne se fera pas vraiment d'une manière anarchique. Il faut aussi que les décideurs aussi le permettent à un certain niveau. Mais pour le projet, en tout cas, moi, je suis vraiment d'accord, c'est un bon projet. L'autonomisation est un bon projet, j'ai entendu, mais vous avez peur que ça puisse se radicaliser, vous avez peur que le Poul devienne un État. Ah oui, ça ne sera pas intéressant. Ça ne sera pas intéressant, Tata Masengo. Vous savez pourquoi? Tata Masengo, si vous me permettez. Vous me permettez?
Oui, oui, oui. Vous savez pourquoi ça ne sera pas intéressant? Déjà dans le pool, il y a des petites guéguerres qui existent entre les peuples du pool. Vous comprenez, non? Non, un tel c'est ça là, un tel c'est ça, un tel c'est ça. Vous comprenez? Voilà. Ces guéguerres ne sont pas intéressantes. Vous vous rendez compte que le pool devient un État et finalement chacun maintenant tire la couverture de son côté. On aura encore une nouvelle guerre civile dans un nouvel État qui s'est créé. On voit ça au Soudan là, vous comprenez, non? Voilà. Donc voilà pourquoi moi je vous conseille vraiment beaucoup de tact, de sagesse et de diplomatie vraiment. Moi, je suis d'accord pour l'autonomisation, c'est très très bon. Ça va permettre au département vraiment de pouvoir exploiter son génie. C'est ce que je veux. Mais radicaliser, non, le pool devient un État à part. En tout cas, là vraiment, je vous conseille sagesse vraiment. Voilà, c'était ça ma réponse. Bon, nous ne pensons pas que ça va aider le pool en cherchant à le radicaliser. Nous pensons seulement que le trou qui a été causé au pool est tellement profond. Il faut rembler. Il faut rembler. Il faut rembler. Rembler. Et on ne peut pas s'amuser à le rembler dans un système qui a provoqué ce trou-là. Pourquoi? Parce que qui a fait la guerre au pool? Contre qui le pouvoir s'est-il battu? Maintenant, on se rend compte que c'était les amis. On se rend compte que les mêmes gens qui vont déposer les armes au pool, c'est les mêmes gens qui vont combattre ces mêmes personnes qui les arment. Donc là, il y a un dilemme, il y a un problème. C'est pourquoi on ne peut pas donner la responsabilité à ces hommes-là qui allaient déposer les armes au pool pour que les gens s'entretuent. On ne peut plus leur permettre de continuer à faire cette pagaille. Il faut donc créer un système, des gens qui auront au centre l'amour, la paix, la fraternité. Il faut que les gens du village puissent élire les gens qui vont les diriger. Au cas contraire, si quelqu'un fait mal, on dit, monsieur, on n'a pas besoin de vous. Parce que vous allez donner des milliards à quelqu'un qui doit aller construire une école dans le pool. Il prend son argent, il va le déposer dans une banque en Europe. Et au pool, il n'y a rien. Non, il faut... Malheureusement, vraiment, le pool vraiment a été victime un peu de tout cela. Tout cela, vraiment, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux parce que quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte que, bon, il y avait telle situation, il y avait tel accord de paix, mais dans tous ces mécanismes-là, l'intérêt des populations n'est jamais tenu en compte. Non. Jamais. En fait, c'est ce qui me désole, moi aussi. Parce que quand je parle aux gens, mais comment? Non, mais chacun négocie pour son intérêt, mais les populations qui subissent, c'est jamais pris en compte. Donc, Tata Masengo, vraiment, je crois que vous êtes mieux alimenté que moi en termes de sources et d'informations. Donc, je pense que lorsque vous présentez les faits tels que vous le faites, moi, je pense que c'est en se basant vraiment sur des sources réelles. En tout cas, il faut vraiment redonner du sang à ce département-là. Parce que je vous fais une anecdote. Lors du recensement, le RGPH qui s'est passé récemment là, moi, j'étais agent recenseur dans le département du Poul. Vous comprenez? J'étais agent recenseur. J'avais une équipe que je dirigeais. Donc, j'ai sillonné un peu quelques villages. Le Kindamba, j'ai sillonné les villages pour la collecte des données. Vous comprenez, Tata Masengo? Et quand je vous parle du taux d'alphabétisation qui a baissé, ce n'est pas de la chimère, ce n'est pas de la poésie. C'est réel parce que j'avais la tablette, je voyais. Tu arrives dans une famille, tu te demandes, bon, lui, l'enfant, oui, où est le père? Non, le père, il a été tué dans telle circonstance, là-bas, il y avait une guerre là-bas. Il n'est resté qu'elle avait. Mais où est la mère? Non, la mère, elle est maintenant à Brazzaville. Bon, est-ce que l'enfant part à l'école? L'enfant ne va pas à l'école. Et deux fois, c'est 5 enfants qui ne vont pas à l'école.
Tu arrives à un autre endroit, tu te demandes, bon, l'enfant là, comment, quel niveau d'études? Non, mais CM2. CM2. Mais CM2, il est incapable de te faire une phrase en français, sujet, verbe, complément. C'est triste. Et je suis obligé de prendre ces données-là, les mettre sur ma tablette. Mais c'est en pleurant que je le fais. Vous comprenez? C'est en pleurant que je le fais. Donc, voilà pourquoi moi, ma ligne éditoriale à moi est laquelle. Je ne pense pas que mes parents ont perdu leur temps en m'envoyant à l'école pour venir ici insulter les gens. Non, non, c'est trop gratuit. Et moi, je viens toujours d'une manière la plus respectueuse et la plus polie, rappeler toujours aux décideurs que vraiment, je ne sais pas si c'est la nature qui a voulu qu'ils soient là ou bien c'est le peuple. Mais c'est sûrement la nature et les peuples qui ont, parce que, mais vraiment, s'ils ont vraiment les cartes entre leurs mains, sincèrement, c'est de prendre les choses en main. Ce qui se passe là-bas est vraiment triste. Parce que le problème est lequel, il faut le voir aussi à long terme. Parce que ces populations qu'on voit là, ils sont désœuvrés, ils sont délaissés. Ils ne sont pas seulement désœuvrés, délaissés. Ils se sentent délaissés. Il y a un sentiment interne. Et ils grandissent avec ce sentiment-là. Bon, une fois que ces garçons que j'ai vus là, qui ne vont pas à l'école, tout ça, ils ont mon âge un jour. Ça sera le radicalisme encore. Donc ça sera du genre aussi que, bon, écoutez, bon, nous on a un frère à nous aussi, qui est désormais ministre, qui est désormais président. Allez, nous aussi, allez, on va chercher la guerre partout. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. C'est un cycle qui est infernal. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je pense que vivre ensemble, c'est un contrat social auquel on adhère. C'est ça, une république. On adhère à un contrat social. Alors, dans le cas où ce contrat-là n'est pas respecté pendant 30 ans, comme il l'est aujourd'hui dans le pool, et que malheureusement, les gens n'arrivent pas à se mettre à table pour essayer de niveler les choses, vous savez ce que ça va donner? Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas écrire ni lire qu'ils n'ont pas eu la culture de la forêt, qu'ils n'ont pas eu la culture du système social dans lequel ils vivent. Avant que l'Européen amène l'écriture ici, nos anciens savaient comment se mouvoir, comment gérer le pays. Donc, ce que je suis en train de dire, je ne supplie pas les gens. Je sais que les gens diront, non, mais si vous cherchez l'autonomisation du pool, le gouvernement central ne va pas accepter. C'est une prière de demander à ceux-là qui aiment le pool d'aller relever le niveau du pool. Il y a beaucoup d'enfants du pool qui sont parsemés à gauche et à droite, qui veulent faire des choses pour leur village, pour remettre à niveau les choses, mais on ne leur permet pas. On ne le leur permet pas. Maintenant, Tata Masengo, vous m'excusez. Ouais. Sur ce point-là, je voulais lever un équivoque. Je voulais nettoyer un peu. Je donne mon avis. Dans le département du pool, dire qu'on ne permet pas d'une manière explicite aux gens d'aller mener les projets, moi je pense que c'est mal voir la chose. Mais je pense qu'il y a un conditionnement qui a été installé, ou il y a un conditionnement qui existe, qui empêche, vous comprenez, aux gens de venir faire des choses. Et le conditionnement, c'est lequel? C'est l'insécurité. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que les avis sont partagés. Il y a des gens qui me félicitent, qui nous félicitent, moi et les frères qui combo le Mutasamba, pour le coup de gueule qu'on a eu, par exemple, concernant la question de l'insécurité dans le département. C'est comme aussi, tantôt aussi, il y a d'autres aussi qui... Mais c'est normal, toute action doit être objet de débat. Moi, je le comprends. Moi, je pense qu'il y a un moment, Tata Masengo, il y a un moment, il faut qu'on arrête d'indexer. Ça, c'est mon opinion. Il faut arrêter d'indexer. Parce que moi, je pense que sur Terre, ici, là, personne n'est supérieur à l'autre. Personne n'est supérieur à l'autre. Voilà. C'est comme on dit, la nature a horreur du vide. Pendant un bon moment, ce département a été délaissé. Même par nous-mêmes, les fils du pool. Ça, il faut le dire.
Ce département a été délaissé même par nous-mêmes, les fils du Poul. On se retrouve en Europe, on se retrouve aux États-Unis, on se retrouve à Brazzaville. Et on ne veut plus aller dans le département parce que, soi-disant, il y a la sorcellerie là-bas et autres. Mais comme la nature a horreur du vide, qu'est-ce qui va se passer? Ce vide sera occupé. Ce vide sera occupé. Moi, je vous prends un exemple, Tata Masengo. Il faut qu'on mette le point sur les i. Moi, j'ai grandi à une époque où les parents nous disaient que nous, quand on était petits, on allait à tel village là-bas, on allait là-bas, on allait là-bas, on allait là-bas. Mais lorsque nous, les enfants, on demandait à nos parents, mais pourquoi nous, on ne va pas là-bas? Oh non, il ne faut pas aller parce qu'il y a la sorcellerie là-bas, il y a ça. Donc, ce lien entre nous qui sommes nés à Brazzaville et le département a été coupé subitement. Mais lorsque le lien se coupe, ça veut dire que le village que moi je devais connaître par exemple à 8 ans, pour que cette fois-ci j'y reparte, je n'ai pas connu le village à 8 ans. Mais il y a un vide qui se crée, le département est délaissé. Vient encore s'ajouter la guerre. Mais quand le vide se crée, mais la mauvaise herbe va pousser. La mauvaise herbe va pousser. Et la mauvaise herbe, c'est celle qu'on voit actuellement. Maintenant, quand il y a la mauvaise herbe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir avec la machette, déraciner, enlever tout. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un mouvement de la diaspora qui dit que, bah, écoutez, c'est notre département, nous on n'est pas là-bas, nous on s'en fout, il faut que tout le désordre qui est là s'arrête, nous on veut investir. Mais la mauvaise herbe va reculer et on fait. Mais alors que si on reste, on croise toujours les bras, on indexe, rien ne se fera. Parce que pour l'instant, il y a des gens qui font des trucs là, qui sont aussi dans la diaspora. Ils ont des projets là et les projets quand même avancent. D'autres aussi qui subissent, mais malgré ça, ils foncent. Donc dire que il faut qu'on attende que tout soit d'abord bien, non, 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 non. Pendant qu'on propose des solutions, on agit aussi. Voilà ma politique en fait. Ben, je suis d'accord à un certain niveau avec ce que je viens d'entendre, mais quand je dis qu'on empêche les gens d'aller travailler, naturellement, quand il n'y a pas de route, quand les ponts n'existent pas, et que là où il y avait un peu de route, c'est l'herbe, le vide. Le vide, c'est l'herbe qui pousse, et c'est une manière d'empêcher les gens d'aller travailler. Quand il y a l'insécurité, quand il n'y a pas la santé, quand tu te blesses, tu vas travailler, tu te blesses, il n'y a pas de point de santé, comment tu vas travailler? C'est ce que je suis en train de dire. Et je dis qu'il faut, de manière, je dirais, radicale, que les gens décident le plus vite possible pour remonter le niveau de vie dans le pool. Au cas contraire, je suis d'accord avec. Ce que nous sommes en train de proposer, parce que après c'est quoi? C'est un contrat social. Le pool ne va pas continuer à vivre dans un pays où on ne l'aime pas. Quand on vous dit tout sauf le pool, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis en Europe, j'entends ça. Quand on vous dit oui, le pool avant tout vient comme une réponse à cela. C'est par rapport à tout sauf le pool de la diaspora. Là. Voilà pourquoi le pool avant tout vient. Donc, la scission dont on a peur arrivera si on ne cherche pas à relever de manière systématique. De manière systématique. Si on n'arrive pas à relever le niveau, pardon, je vais terminer là. Si on n'arrive pas à relever le niveau du pool, si ça continue à s'enfoncer tel que ça se fait, ben, le pool qui est le milieu, ça va se couper avec le nord et le sud du Congo. Comment on appelle ça? Vous avez des petits pays comme la Jamaïque. La Jamaïque, c'est 20 et quelques, 26 000 km². Haïti, c'est 27 000 km. Et pourtant, c'est des pays qui se font entendre. Quand le contrat social n'est pas respecté, on va aller là où on ne veut pas aller, là où on ne pense pas. Vous n'allez pas me donner raison après. Je vous le dis maintenant. Il faut me donner raison. Non, moi, je suis d'accord. L'autonomisation. Moi, je suis d'accord avec vous sur ce point, parce que même avec ce qui s'est passé en Allemagne, avec les histoires des Juifs, vous voyez tout le choc qui a été créé, la Shoah, tout ça,
Mais ça, en fait, les Juifs se sont radicalisés, en fait. Ils se sont dit, non, on est fatigué de tout ça, trouvez-nous un endroit là où on va vivre en paix. Vous comprenez? Donc, ce sont des faits d'ordre historique. Lorsque un certain peuple se sent lésé dans ses droits de peuple et que ça se fait d'une manière fréquente ou récurrente, il y a un moment, la radicalisation se développe d'une manière naturelle. Ce n'est pas forcé, mais c'est naturel. Mais aujourd'hui, même s'il n'y a pas encore, même si l'autonomisation n'est pas encore factuelle comme telle, c'est encore un projet. Mais déjà, la psychologie des gens, il y a déjà la radicalisation. Hein. Psychologiquement, dire les gens, parce que les gens se sentent délaissés. On est dans la misère, dans la galère, personne ne vient nous voir. Donc, c'est pour nous voir, c'est pour ça, ça. Ça va se développer. Pas peut-être avec nous, mais nos petits frères, nos enfants qui vont grandir. Ça va se développer. Je vous ai Donc, parlé moi, je vous ai parlé moi, de voilà 5 ans. Je ne vois même pas les petits frères. Je vous ai parlé de 5 ans. 5 ans. Time is up. We can't go in this way. We can't continue in this way. I don't know what to think, but it's not possible to continue. Anyway, Mr. Masengo, I'm going to tell you one thing, right? I'm going to tell you one thing. That project, it's a good project. And I rely on your wisdom. As an individual, as a person, I rely on your wisdom and on your intelligence. So if within 5 years that project should start, just do it. Okay, 5 years and you do it. But the only thing I'm asking you is to make sure that that project will be good for the people of the Pool region. That's the only thing I'm asking you. But do it. 5 years, do it. Because we cannot stay like this in that region, still suffering from all that war, it's not good. Surviving every time, everything we have to do it in the most difficult way. Come on, we are living in a state. We cannot carry on living in this way. So 5 years for me is enough. Keep on working when the time comes, and let's do it, man. Instead of wasting our time. Thank you very much. Bon, on repart en français. Ok. Bon, voilà. En tout cas, c'est la main au cœur que l'on a besoin de cette autonomisation pour le bien du Congo. Pour le bien du Congo. Parce qu'on ne peut pas quitter Imfondo, rouler tranquillement, mais quand on arrive pour partir de Kinamba à Mayama, vous allez faire des journées, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça va pas. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ça. Moi, je ne suis pas contre les gens qui se disent basta. Je ne suis pas contre cela. C'est nous qui ne cherchons pas à les regarder, à regarder dans leur sens, à soigner leurs plaies. C'est nous qui ouvrons le chemin pour ces bêtises-là. Alors, vraiment, le temps, nous sommes déjà à 1 heure et plus. Le temps qui nous était imparti, malheureusement, nous l'avons complètement utilisé. Oh non, il y a pas. J'avais des réunions, mais jusqu'à présent, ils m'attendent là, ils peuvent m'attendre. Hein. Donc, on peut. S'il y a encore des questions que vous voulez poser, que vous avez programmées, vous pouvez les poser, de manière qu'on finisse notre. Je pense que toutes les questions ont été posées, à moins que vous ayez quelque chose que vous semblez qui n'a pas été dit, que vous voulez éclaircir. Bon, moi je pense que on a presque tout vu. Hein. Il y a un moment même, on a attendu, on a été un peu motif. Bon, oui. Mais quelle question? Le pool, avant tout, ce n'est pas du tribalisme. Je n'ai aucun temps à devenir un tribaliste. Tout le temps que j'ai fait à l'école pour aller étudier et tout ce que mes parents m'ont appris, les frères dans le quartier, les gens que je rencontre sur Internet, ceux qui suivent mon travail, ne m'ont jamais conseillé le tribalisme. Donc, je n'ai aucun intérêt à devenir un homme tribal. Je n'ai aucun intérêt. Je ne suis pas un sauvage, je ne suis pas un barbare. Je suis un garçon qui réfléchit quand même et qui a aussi le bon sens. Alors, le bon sens nous exige quoi actuellement?
c'est de voir ce qui se passe dans le département du Poul et de trouver une solution. On m'a fait comprendre qu'actuellement, la question de la réinsertion des ex-combattants est en cours. Qu'elle est en cours, qu'on va réinsérer les ex-combattants. Effectivement, moi, je suis d'accord parce que je passe par cette émission pour parler aux ex-combattants. Moi, monsieur Youlou Alain Junior, Mayoulou, je n'ai aucun intérêt à vous combattre. Je le dis en français, parce qu'on me dit qu'il faut parler en larinan. Vous êtes des intellectuels. Maïela menez-nous. Donc, je n'ai aucun intérêt à vous combattre. Vous êtes mes frères congolais. La galère que nous on vit ici à Brazzaville, vous aussi vous vivez tout simplement la même galère. Voilà. Mais moi, je suis très content que cette fois-ci, on parle de réinsertion. Pourquoi c'est intéressant qu'on parle de réinsertion? Parce que si au moins il y a réinsertion, et que tel que prévu, selon ce qu'on entend, selon les sources, que chacun peut recevoir, ne fût-ce que quelque chose, ça va permettre à tout un chacun d'avoir un projet personnel, se lever pour son projet et travailler pour le bien de sa femme et sa famille. À ce moment-là, si chacun a un projet, chacun est maintenant occupé, chacun gagne de l'argent dignement, chacun n'est plus la risée des populations, chacun est maintenant respecté, qu'il soit soudeur, qu'il soit pêcheur, qu'il soit agriculteur, chacun au moins un travail. Ça ferait que, au lieu qu'on vous appelle toujours de ex-combattants, qu'on vous appelle désormais de acteurs du développement. Donc moi, mon souhait à moi, c'est que vous, mes frères ex-combattants, que cette réinsertion marche, que vous recevez quelque chose et que vous deveniez les acteurs du développement. Ne soyons pas toujours là pour être des éléments pour nourrir les intérêts de quelconque personne. On est tous venus sur Terre ici là pour accomplir une mission. Aucune personne ne peut dire que ma mission à moi doit emmener 1000 personnes derrière moi. Non. On n'a plus besoin de ça dans le département du Poul. Lorsqu'on allait à l'école, de 7h à 9h, c'était le cours, par exemple, de mathématiques. Mais de 9h à 11h, un autre professeur remplaçait et on passait au cours d'anglais. Donc le cours de guerre civile, là, c'est passé. Là, c'est un nouveau cours qui commence. Et là, maintenant, c'est le cours du développement. Parlant coopératif agricole, coopératif des pêcheurs, projet de développement. C'est ça maintenant le discours qu'on doit avoir dans le développement. Par contre, celui qui va s'insister avec les anciennes manières, à bon entendeur, salut. Donc le Poul avant tout, que l'insécurité s'arrête dans le Poul, que les ex-combattants deviennent désormais les acteurs du développement et qu'enfin que le Poul retrouve ses lettres des noblesses. Enfin, nous pourrons avoir un Congo puissant. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Mayoulou. Et le Poul avant tout. Merci. Le Poul avant tout, Tata Masengo. Le Poul avant tout. Je pense que c'est le dernier mot. Voilà. À moins qu'il en ait un autre, mais je pense que c'est le dernier mot. Non. C'est le dernier mot. Le Poul avant tout. Le Poul avant tout. Ce n'est pas du tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme. C'est de l'éveil patriotique. Pour l'instant, c'est le Poul avant tout. Le jour que la Likwala sera attaquée, la Likwala avant tout. Le jour que la Songa sera un problème, la Songa avant tout. Ainsi de suite. Créons cette jurisprudence-là qui va protéger nos départements. Voilà. Le Poul avant tout. Matono Mamingi, merci. Matono, merci beaucoup. Oui. Voilà, chers amis, nous venons là de terminer notre émission avec Mayoulou. Et bientôt, on reviendra avec d'autres émissions en d'autres langues parce qu'on s'est rendu compte que pendant quelques minutes, on a pu parler anglais. On pourra peut-être aussi le faire en langue anglaise de telle manière que nous soyons écoutés, entendus par d'autres personnes, par d'autres communautés, parce que nous voulons aussi nous faire entendre. C'était donc notre cher frère Mayoulou dans Malaki Afro-Congo Tivu avec le prince de Tsundi, Masengo Mambongolo. Merci beaucoup Mayoulou et à très bientôt. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse,
même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens accompli, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Je te dis que tu viens de tourner ta manière. Congo remercie vivement les Malaki Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Emanguzame yangira ngambona zame, emwana zame zize